Bonjour et bienvenue sur Chef. Je suis Sophie Plumer, votre hôte. Avec Chef, je dresse des portraits de femmes et d'hommes engagés dans leur entreprise, passionnés par l'intelligence collective et qui accompagnent leurs équipes de manière positive. Chef, c'est le podcast de ceux et de celles qui sont convaincus que, comme moi, bienveillance et performance sont indissociables. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Chef. Je préfère vous prévenir, mon introduction va peut-être être un peu longue. Mais c'est important pour moi que vous compreniez le sens de cet épisode, peut-être plus encore que les précédents. En août dernier, au moment où je préparais la saison 2 de Chef, je me suis demandé quelles sont les entreprises à qui j'ai envie de tendre mon micro. J'ai cherché des entreprises qui ont de l'impact. Mon regard s'est alors porté vers des entreprises qui ont une mission, qui impactent leurs collaborateurs en nombre, et ou qui impactent d'autres entreprises de par leurs engagements ou leur métier. Le challenge était donc de taille. Pour répondre à cette envie, j'ai identifié l'entreprise Workday. C'est une entreprise américaine de plus de 13 000 collaborateurs. C'est un éditeur de logiciels pour les fonctions RH et finance qui est déployé dans de nombreuses grosses entreprises notamment partout dans le monde. Workday est aussi une entreprise qui prend beaucoup la parole sur des sujets de bien-être au travail, de diversité et qui figure au palmarès de Great Place to Work. C'était donc un bon candidat pour moi. En poussant la porte de cette grosse entreprise internationale dans le secteur de la technologie, je ne savais pas bien à quoi m'attendre. Est-ce que leur discours allait être policé ? Déjà voudraient-ils me parler ? Et en France, est-ce qu'ils ont vraiment la main sur les sujets RH et de management ? Ou finalement, est-ce que tout est décidé aux États-Unis ? C'est comme ça que j'ai rencontré Sabine Agege, mon invitée du jour. Sabine, elle m'a raconté son histoire. Elle m'a aussi et surtout raconté son engagement sur les sujets de diversité et d'inclusion, dont elle est la porte-parole en France. Grâce à Sabine, j'ai découvert une entreprise qui se bouge vraiment pour adresser ces sujets, qui utilise son savoir-faire en matière de technologie et les relations qu'elle a avec ses clients, notamment ses clients grands comptes, pour adresser avec impact le sujet de la diversité et de l'inclusion en entreprise. Donc vous l'aurez compris, cet épisode est dédié au sujet de la diversité et de l'inclusion. Auprès de Sabine, j'ai d'abord cherché à mieux comprendre ce qui se cache derrière ces notions, parfois un peu galvaudées. Ensuite, j'ai voulu comprendre les actions que Workday mène à l'échelle du groupe pour inspirer d'autres entreprises. Et vous allez voir que ce sont des actions très concrètes et que vous allez pouvoir facilement reproduire dans vos entreprises. Enfin, j'ai aussi demandé à Sabine, qui a été manager d'équipe, de nous donner quelques conseils pour être à notre échelle des chefs inclusifs qui savent tirer toute la force de la diversité de nos équipes. Ce que j'ai aimé dans cet épisode, c'est l'engagement de Workday, les exemples très concrets et nombreux donnés par Sabine, et la manière très simple avec laquelle elle explique que la diversité et l'inclusion ne sont plus de jolies notions pour les équipes RH ou RSE des entreprises. C'est un vrai levier de performance. Et finalement, j'ai aussi compris que les entreprises n'ont plus le choix de s'intéresser à ces sujets-là. Et ça donne de l'espoir. Sabine m'a partagé beaucoup de ressources sur ces sujets diversité et inclusion. Je vous les joins tout en commentaire de l'épisode. Voilà, j'espère que cet épisode vous donnera encore plus envie de vous engager, même dans des actions très simples en faveur de l'inclusion dans votre équipe et dans votre entreprise. Partagez-le en masse, autour de vous. Envoyez-le à votre boss, à votre DRH, à vos clients, à vos collègues, à vos amis. Non seulement ça va m'aider, mais je pense que ça peut vraiment faire bouger les choses. Je vous retrouve en fin d'épisode pour le traditionnel débrief. Je vous souhaite une bonne écoute de ma conversation avec Sabine Agege. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Sabine Agege sur le podcast. Bonjour Sabine, bienvenue sur Chef. Bonjour Sophie, ravie d'être là. Sabine, je t'ai invitée sur le podcast pour creuser un sujet qui me tient à cœur et dont on parle beaucoup dans les médias, que les entreprises ont parfois du mal à s'emparer avec impact. C'est la diversité et l'inclusion. Quand nous nous sommes rencontrés, tu m'as expliqué l'engagement que tu as pris aujourd'hui chez Workday, qui est un acteur emblématique du secteur de la technologie, car vous proposez des applications web pour les métiers RH et finance. Et je te tends aujourd'hui mon micro pour que tu témoignes de ton aventure qui, j'espère, pourra inspirer nos auditeurs et nos auditrices et aussi leurs entreprises pour qu'ils puissent s'emparer avec impact du sujet diversité et inclusion. Alors pour démarrer, j'aimerais qu'on arrive à te connaître un peu mieux. Est-ce que tu peux m'expliquer qui tu es, quel est ton parcours et ton rôle aujourd'hui chez Workday ? Avec plaisir.
Donc, je suis Sabine Agege. Donc, je suis actuellement directrice stratégie produit sur nos produits donc destinés aux responsables des ressources humaines. J'ai rejoint Workday il y a un peu plus de 8 ans. Donc, mon parcours professionnel a été principalement chez de grands éditeurs, donc de solutions de ressources humaines, hein, donc des systèmes d'information. Donc, j'ai encadré diverses équipes à la fois de développement et de product management. Donc voilà, donc une connotation de mon parcours avec un fort présence dans le domaine RH, hein, au sens large, et puis d'encadrement d'équipes le plus souvent international. Aujourd'hui, je le disais en introduction, tu t'es intéressée au sujet de l'inclusion et de la diversité. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu t'es intéressée à ce sujet-là et puis quel est ton rôle aujourd'hui chez Workday sur ces thèmes ? Oui, bien sûr. Donc sur le sujet de la diversité et de l'inclusion, je pense que au départ, en fait, j'ai envie de dire, c'est une question que je me posais même pas. Enfin, ou en tout cas qui était évidente pour moi. Je me souviens de la première équipe que j'ai encadrée il y a déjà pas mal de temps. Et alors à l'époque, c'était une équipe uniquement basée en France. Mais je me souviens que quand je m'étais intéressée aux personnes qui constituaient l'équipe, elles avaient toutes des parcours et des profils différents. J'avais des juristes, j'avais des gens qui étaient plutôt avec des profils techniques, et je me suis tout de suite dit, c'est vraiment une richesse. C'est-à-dire que cette pluralité, cette diversité justement de profils, c'est vraiment la richesse de l'équipe. Et je me souviens que je les ai réunis la première fois pour qu'ils puissent justement partager leur profil, leur expérience, et pour démontrer aux autres, voilà, ce qu'ils pouvaient apporter, soit la formation qu'ils avaient suivie, soit leurs expériences passées. Après, j'ai encadré beaucoup d'équipes internationales, et j'ai aussi trouvé que c'était vraiment une richesse, c'est-à-dire d'avoir une pluralité de cultures, des visions différentes, des backgrounds différents. Donc j'ai envie de dire, ça fait partie, je pense, pour moi, sûrement de valeurs, que de considérer que la diversité, c'est une richesse. Alors, entre-temps, notamment chez Workday, j'ai fait des formations, etc., qui le démontrent, hein, enfin, où on démontre qu'effectivement, pour innover, pour fournir des solutions qui s'adaptent, enfin, qui sont adaptées aux gens et à la diversité de la population, c'est bien d'avoir des équipes diverses, mais j'ai envie de dire, pour moi, c'était naturel, et c'était quelque chose qui faisait partie, j'ai envie de dire, presque de mes valeurs, de mon éducation. Ce que je pense qui a été intéressant et révélateur au cours des derniers mois, quand on a commencé à travailler vraiment sur le sujet chez Workday, c'est ce thème de l'inclusion. C'est-à-dire qu'effectivement, diversité sans inclusion, ça n'aboutit pas. On n'a pas l'impact. Tu parlais d'impact à l'instant. La diversité sans l'inclusion n'aura pas d'impact. Je pense que ce qui m'a intéressé ces derniers mois, où justement on travaille de plus en plus sur ce thème, c'est comment favoriser l'inclusion, et qu'est-ce que ça veut dire. On a probablement, alors la diversité c'est un terme aussi un peu large, mais même sur l'inclusion, on a probablement tous peut-être une interprétation un peu différente. Ok. Finalement, depuis le début de l'épisode, on utilise beaucoup les termes de diversité et d'inclusion. Tu as commencé un petit peu à donner des exemples, notamment de ce que peut être la diversité. Je veux bien qu'on rentre peut-être un peu plus dans le détail pour des personnes qui ne seraient pas forcément habituées à ces termes-là ou qui auraient besoin de plus de précision. Toi, quelle est ta définition de la diversité et surtout de l'inclusion, et pourquoi on couple ces deux notions ? Alors la diversité chez Workday, mais finalement maintenant dans beaucoup d'entreprises, et même dans la société civile, j'ai envie de dire, on l'entend vraiment comme on est tous divers, c'est-à-dire on est tous différents. Donc la diversité, c'est finalement avoir une représentation, notamment par exemple en entreprise, qui reflète la diversité, donc les différences de la société civile. Donc et quand on parle de diversité, on a des différences qui sont visibles. On ne peut pas nécessairement définir de façon très précise, mais par exemple l'origine ethnique, on peut deviner des différentes origines en regardant les gens, hommes, femmes, la plupart du temps on peut le voir aussi, même si c'est pas toujours vrai en même temps. Et puis il y a de la diversité qu'on peut ne pas voir, donc comme ça, ou qui fait partie de la vie privée des gens. Donc il peut y avoir des notions de handicap qui ne sont pas forcément visibles. Par exemple chez Workday, et c'est là où c'est intéressant, on s'est intéressé en termes de diversité aussi aux gens qui, par exemple, sont aidants familiaux. Donc, c'est pas quelque chose qu'on peut voir à première vue, ou des parents isolés, par exemple. On peut le savoir, mais ça ne se voit pas sur
comme ça quand on rencontre quelqu'un, et comment du coup dans le contexte évidemment du confinement, de la crise sanitaire, comment ces personnes-là sont peut-être plus exposées, enfin plus à risque de détresse mentale en particulier. Donc la diversité, c'est vraiment prendre conscience qu'on est tous différents et avoir dans l'entreprise une représentation qui est proche de celle de la diversité dans la population civile. Et la diversité, quand on en parle en entreprise, c'est plutôt un fait, c'est-à-dire que voilà, on peut entre guillemets la mesurer, c'est-à-dire voilà, on a tant d'hommes, tant de femmes, on pourrait débattre assez longtemps. Il y a des choses qu'on ne peut pas mesurer en France, mais en tout cas, c'est plutôt un état de fait. On a une population diverse. L'inclusion, c'est vraiment un comportement. C'est comment on va faire en sorte que les gens se sentent inclus. Donc, comment on va les inclure, comment on va leur donner la possibilité à la fois de s'exprimer, mais en entreprise, par exemple, de se développer. Donc il y a un sujet qui revient souvent et qui je pense va du coup parler facilement à beaucoup de gens, c'est-à-dire que on parle beaucoup de diversité, notamment hommes-femmes, ou de mixité. Atteindre par exemple une proportion de 50% d'hommes et de 50% de femmes dans une entreprise, c'est pas suffisant si les femmes n'ont pas accès aux mêmes promotions, n'ont pas accès aux mêmes salaires et n'ont pas accès aux mêmes postes de dirigeants, de direction que les hommes. Donc l'inclusion, c'est aussi un comportement qui va pouvoir permettre de faire en sorte que les gens se sentent valorisés et qu'ils aient accès finalement aux mêmes opportunités. Donc et ce qu'on voit, et ça c'est partagé par beaucoup de personnes qui travaillent sur le sujet, c'est que diversité sans inclusion, ça ne sert à rien. Et que l'inclusion, c'est vraiment j'ai envie de dire une démarche de tous les jours et de fond. On peut avoir une entreprise avec beaucoup de représentativité diverses et variées de la société civile, comme tu le disais, mais si je caricature, on n'a que des hommes blancs, ingénieurs, sortis de 3 écoles parisiennes à la tête de l'entreprise. En fait, c'est pas de l'inclusion. Et surtout, enfin, on a échoué. Alors, ça peut, on est participé à une conférence il y a 2 ou 3 semaines sur le terme de la diversité et de l'inclusion et dans le numérique. Et en fait, on est exactement dans ce schéma-là. Et c'est-à-dire que les femmes s'en vont. On est en France, on est en retard sur la proportion de femmes dans les métiers de la technologie. Et en fait, c'est exactement ce que tu décris, c'est-à-dire que les équipes dirigeantes sont encore trop masculines. Les postes même sont perçus comme peu attirant pour les femmes, et au bout d'un moment elles s'en vont. Donc en fait c'est vraiment parce qu'on échoue dans l'inclusion que finalement on n'atteint pas l'objectif qui est de créer de créer une population diverse qui se sente incluse au sein de l'organisation. Je suis intéressée pour comprendre votre approche chez Workday. Pourquoi c'est un sujet dans lequel Workday s'est engagé et comment Workday s'est engagé sur ce sujet de la diversité et de l'inclusion? Alors, c'est un sujet, je pense, qui fait partie des valeurs de Workday depuis le départ. Je pense que ce qu'on a vu, c'est qu'avec la crise sanitaire, il y a un certain nombre d'inégalités qui sont plus marquées. J'ai envie de dire, pas spécialement dans nos métiers, mais quand même, il y a eu des études qui ont démontré que l'inégalité homme-femme c'était accru pendant la crise. Les femmes avaient été plus touchées, soit parce que justement c'est elles qui il y en a plus qui sont parents isolés, soit parce qu'elles sont dans des professions qui ont été plus à risque pendant le Covid. Donc je pense que la crise sanitaire a fait prendre conscience de cette accélération des inégalités. On est aussi une société américaine, donc les mouvements sociaux qui se sont passés l'année dernière aux États-Unis ont aussi contribué à faire prendre conscience donc suite à la mort de George Floyd, on fait aussi prendre conscience qu'il y avait probablement plus à faire dans le domaine, c'est-à-dire qu'on faisait déjà beaucoup, mais qu'il y avait probablement fallait être encore plus volontariste sur le sujet et vraiment embarquer les gens. Et je pense qu'aussi on s'est dit on est dans une
période où on a tendance à avoir des liens qui se délitent, un peu qui se perdent, et que c'est aussi l'occasion de recréer ce lien, de recréer une cohésion au sein de l'entreprise en mettant en avant ces sujets. Et l'inclusion, encore une fois, et la diversité, ça touche tout le monde. Donc c'est pas simplement hommes-femmes, mais c'est vraiment toutes les populations de l'entreprise, et c'est comment on va aussi travailler sur ces sujets pour finalement faire en sorte qu'on maintienne cette culture d'entreprise et qu'on maintienne un lien fort entre les collaborateurs. Workday a décidé de se positionner encore plus sur ce sujet-là par prise de conscience de ce qui se passait dans le monde, à la fois avec la crise sanitaire et puis avec le mouvement Black Lives Matter. Et puis vous avez aussi voulu en faire finalement un sujet, une opportunité pour rassembler les collaborateurs de Workday. Donc ce qu'on fait, alors il y a des choses encore une fois qui existaient déjà avant, mais qui ont été qui ont été encore plus promues, j'ai envie de dire. Bon, évidemment, alors ce qu'on fait, c'est on a fait de la formation, donc des formations obligatoires pour les managers, certaines plus courtes obligatoires pour tout le monde, et d'autres qui sont celles qui sont obligatoires pour les managers, plus optionnelles pour les collaborateurs, mais vraiment pour revenir sur ce qu'on considère comme la diversité, pour revenir sur les préjugés ou les biais inconscients, pour être conscient des micro-inégalités, etc. Donc on a des formations qui sont disponibles pour les collaborateurs. On a également mis en place des programmes de mentorat, donc destinés justement à permettre. Alors ça, c'est des choses qu'on voit aussi dans beaucoup d'entreprises. C'est adressé en partie, mais pas que, aux femmes, justement, pour leur permettre d'atteindre des positions de dirigeants plus haut placés, etc. Donc pour les encourager dans leur parcours et leur développement. On a également créé des communautés. Alors elles existaient avant, mais des communautés qui rassemblent des personnes qui sont intéressées par un sujet lié à la diversité. Ces communautés ne doivent pas nécessairement rassembler que des gens. Par exemple, je parle celle que je mets en avant souvent en France, parce qu'elle existait avant la crise et elle est encore plus active depuis la crise. C'est une communauté LGBTQ+. Donc, mais on n'est pas obligé de faire partie de cette communauté pour participer aux événements qui sont et aux ateliers. Enfin, ils se réunissent régulièrement. Ils nous proposent des webinars. Ils font faire intervenir des intervenants externes, que les gens partagent leur expérience, etc. Donc, on a ces communautés qui se rassemblent régulièrement et qui font remonter la voix, en fait, j'ai envie de dire, des collaborateurs, et contribuent à les faire se sentir engagés. Je n'avais pas complètement connaissance de ce groupe qu'on avait en interne, donc sur LGBTQ en France, et depuis effectivement qu'on a mis l'accent sur la diversité, encore une fois, ils sont assez actifs, ils nous offrent des événements assez régulièrement, des webinars, etc. On travaille aussi beaucoup, alors en parallèle, justement sur le développement individuel, la mobilité interne, c'est-à-dire comment on va permettre aux collaborateurs de se développer, de se sentir inclus et de pouvoir progresser ou évoluer en entreprise, puisque ça c'est quand même très très lié, puisqu'on parlait de l'accès à la promotion, l'accès à des postes à responsabilité. Donc il faut encourager ça en parallèle. Donc c'est pas sur un thème de diversité, mais c'est comment on offre démocratiquement aux employés la possibilité de se former sur les compétences qui les intéressent et de les encourager à développer leur carrière en interne. Ok, c'est un plan d'action très large que tu me décris. Est-ce que vous avez défini peut-être des objectifs à atteindre? Comment se déroule et se structure peut-être cette démarche diversité et d'inclusion? Est-ce que vous êtes parti d'un constat de départ avec une volonté de l'améliorer, et auquel cas quel était ce constat et vers où vous voulez aller? Alors, très bonne question. Et puis il y a un pan que j'ai pas complètement couvert, c'est évidemment on agit aussi sur le recrutement, et en essayant d'avoir un recrutement plus divers. Donc en France par exemple, on a travaillé, et avec des résultats, sur améliorer notre ratio de femmes, notamment dans les postes commerciaux. Et donc alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc
on a mesuré, c'est-à-dire qu'on a quand même mesuré la proportion, de femmes. Alors quand c'est possible, de gens d'origine ethnique différente dans certains pays. Donc on a mesuré la diversité quand on le pouvait, par poste, par type de responsabilité, etc., par pays. Et on s'est effectivement fixé des objectifs. Donc, comme je disais, en France, c'était plutôt sous-représentation féminine dans les postes commerciaux. Aux US, c'était sous-représentation des femmes d'origine asiatique dans les postes à responsabilité. En parallèle, on a aussi, et ça c'est essentiel, et on n'est pas, alors je l'ai pas cité dans les initiatives, mais c'est très lié. On a sondé les gens en fait, c'est-à-dire qu'on reste à l'écoute des collaborateurs et on a donc régulièrement des sondages, des enquêtes pour comprendre justement si les gens se sentent inclus, pour mesurer entre guillemets leur sentiment d'appartenance, et pour donc par exemple sur la partie que je citais aux États-Unis sur les femmes d'origine asiatique, je pense que c'était à la fois un constat chiffré, mais aussi un retour par ces sondages où en fait on a vu que les femmes d'origine asiatique aux États-Unis se sentaient avaient l'impression qu'elles avaient moins accès à des postes à responsabilité. Donc on écoute les collaborateurs et on identifie des actions en fonction de ça. Donc en termes d'objectifs, on s'est fixé des objectifs encore une fois. Donc on est parti de la mesure, on est parti d'une mesure qui est une mesure, j'ai envie de dire objective, et d'une mesure plus subjective qui est d'écouter les collaborateurs. Et on a des objectifs en parallèle qui est d'améliorer les mesures objectives, donc la représentation des femmes, la représentation de certaines minorités ethniques, donc dans les pays où on peut le calculer, et en parallèle je dirais d'améliorer notre indice de perception des collaborateurs sur leurs sentiments. Donc on mesure leurs sentiments d'appartenance, etc. Donc ça c'est quelque chose qui est encore une fois qui est plus subjectif, mais qui peut être variable d'un jour à un autre, j'ai envie de dire. Mais en tout cas on mène des actions pour pouvoir encore une fois comparer les tendances sur ces indicateurs-là également. Et juste ce que je veux dire, parce que c'est important et c'est le constat de beaucoup d'entreprises, c'est que c'est quand même un travail de longue haleine. C'est-à-dire que c'est pas donc on fait des progrès, on les mesure, mais c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps, qui demande un effort suivi. Ça peut pas être quelque chose qu'on fait ponctuellement et qu'on arrête. C'est vraiment un effort qui va s'inscrire dans le temps et qui demande un suivi sur plusieurs années. Donc on peut se fixer des objectifs à court terme, mais globalement on sait que c'est quelque chose qui doit perdurer. Ok. Ouais, moi je dis souvent, avec ma casquette d'ancienne RH, le temps RH est un temps long. Et donc on peut se fixer des objectifs court terme, mais pas sûr qu'on les atteigne, et deux, si on les atteint et qu'on arrête nos efforts, ça reviendra à la situation précédente. Ouais, tout à fait. Et puis bon, là, par exemple, sur les femmes dans le numérique, la problématique disait que c'est déjà, par exemple, on n'arrive pas à les attirer dans les écoles d'ingénieurs, et dans les manuels scolaires, la photo du chimiste ou la photo de l'informaticien, c'est un homme, et donc ça ancre dans l'esprit. Donc ça veut dire que s'il faut changer les manuels scolaires, l'impact il sera forcément dans 15 ou 20 ans. Donc c'est un temps long. Il y a des actions qui peuvent être menées dans l'entreprise. Donc c'est pareil, on parlait de création de rôle modèle, etc. Mais il y a forcément une partie d'action qui est de trouver une des problématiques de beaucoup d'entreprises, c'est de trouver le vivier de candidats divers. Et ça, c'est effectivement, ça s'inscrit quand même dans un temps assez long. Oui. Ouais. Est-ce que déjà dans tous les exemples que tu nous as donnés d'actions qui sont menées au sein de Workday, est-ce que vous avez vu des choses bouger, donc peut-être sans parler d'indicateurs et d'objectifs atteints? Est-ce que, je sais pas, ça peut être la parole s'est libérée sur certains sujets, une communauté, tu me disais, a pris beaucoup plus la parole et beaucoup plus visible. Est-ce que tu as déjà quelques éléments comme ça à nous partager pour montrer l'évolution?
Oui. Donc les communautés sont vraiment et bon, en plus c'est vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qui se fait dans beaucoup d'entreprises et qui marche assez bien. Les communautés elles ont vraiment un impact assez fort et je pense qu'elles ont un impact pour à la fois les gens qui les animent, c'est-à-dire que eux ils s'expriment et finalement je pense que ça renforce ce sentiment d'appartenance mais ils expliquent aussi. Le point positif c'est l'entreprise nous encourage à prendre le temps d'écouter et de comprendre les différences. Et donc l'autre point, par exemple, on a parlé de Black Lives Matter et d'origine ethnique, donc c'est pas quelque chose ça reste un sujet en France sur lequel on ne mesure pas, bon, pour des raisons valables, mais on ne mesure pas. Mais par exemple, on a fait le Black History Month et on a donné la parole à des gens en Europe et notamment en France. Et c'est pareil, je pense que on a invité des intervenants externes qui nous ont parlé de l'histoire des Noirs en France. Et je pense que oui, ça fait ressortir. Déjà, ça nous a permis de comprendre et d'apprendre pour beaucoup de gens. Je pense qu'on n'était pas forcément tous au courant. Et puis pour ceux qui étaient plus directement concernés, je pense que oui, ils ont eu je pense qu'ils ont eu justement l'impression d'être reconnus ou de pouvoir partager. Donc encore une fois, pas forcément facile à mesurer, mais je pense que c'est donner ce temps aux gens de à la fois partager, écouter les autres et essayer de comprendre, parce qu'en fait on a tous finalement soit nos préjugés, soit notre ignorance de ce qui peut blesser les autres, ou quand on s'adresse parce qu'on ne connaît pas leur diversité ou leurs problématiques personnelles. Et c'est juste ce temps consacré encore une fois à l'écoute et à échanger qui je pense a eu un effet positif, et sur le fait je pense qu'on est plus attentif à un certain nombre de choses. Je suis très sensible à ce que tu dis sur le volet communauté. C'est vrai que c'est une pratique qui commence à se répandre de plus en plus dans les entreprises, dans des petites entreprises avec des petites communautés et peut-être monosujets, et dans des grosses entreprises avec une multitude de communautés. Et finalement, je sais pas si je fais la bonne analogie, mais en France, on n'a pas toujours cette culture de la charity comme ils peuvent avoir aux États-Unis. Et donc même si beaucoup de Français sont investis dans des associations, c'est encore tout le monde ne l'est pas. Et finalement, ce que je trouve hyper chouette dans l'exemple, par exemple, des communautés chez Workday, c'est que c'est une manière pour chacun, en tant qu'humain, de s'investir pour une cause qui lui tient à cœur, dans un environnement quand même sécurisé, et d'avoir de l'impact sur un cercle proche, etc. Donc je pense que c'est plus engageant que parfois être investi au sein d'une association qui peut demander beaucoup de temps en dehors du travail, où on se dit que c'est difficile à concilier, et puis avec un impact parfois très faible. Donc j'ai l'impression que ça répond aussi à un besoin des gens de s'investir, et que les entreprises arrivent à bien, en tout cas quand c'est bien fait, arrivent à bien créer un cadre qui est engageant pour les collaborateurs. Et d'ailleurs, à ce sujet, souvent, ils ont aussi les moyens, bon, quand l'entreprise le permet, justement, d'agir aussi en extérieur. Et c'est des choses qu'on fait en parallèle aussi, d'aider les gens sur la rédaction de CV, ou des choses comme ça, ou sur. Alors, on le fait moins récemment, parce qu'à une époque, on invitait aussi des gens ici pour avoir une mini formation à tout ce qui est numérique, etc. Enfin, pour leur donner des concepts. Donc c'est ça, et souvent ça rentre dans le cadre de ces groupes ou sous-groupes qui ont un impact à la fois interne et externe. Oui. Ok. Alors nous sommes sur Chef, donc un podcast qui s'adresse avant tout aux managers et aux leaders d'entreprise. Est-ce que tu as des conseils aux managers qui nous écoutent pour qu'ils puissent rendre leur pratique de management plus inclusive et favoriser la diversité dans leurs équipes? C'est une très bonne question. En fait, moi, ce que je disais, c'est que finalement, l'inclusion, c'est vraiment des petites choses. Alors bon, il y a des préjugés, etc. Donc ça, il faut les combattre, les préjugés inconscients, etc. Donc ça, il faut les combattre. Donc si on part de très loin, il y a ce genre de choses. Mais sinon, quand on est déjà, j'ai envie de dire, convaincu de la diversité, on s'aperçoit pas des fois qu'on a des actions qui peuvent blesser ou exclure les gens. Et j'ai envie de dire, là, finalement, pour les managers, c'est aussi
une attention un peu de tous les jours et de regarder un peu chaque action et se poser un peu la question de ce que c'est que l'inclusion. L'inclusion, ça peut être d'inviter des gens à une réunion, ça peut être de pas faire des remarques des fois ou de blagues qui sont drôles mais qui vont pas l'être forcément pour tout le monde. Donc c'est plein de petites choses comme ça et donc j'ai envie de dire c'est presque chose qui doit être un peu en background et tourner en se posant à chaque fois des questions sur à qui je parle et voilà et comment je peux effectivement embarquer mon équipe, l'inclure, plus l'écouter, etc. Donc pour moi c'est vraiment un travail c'est pour ça que je disais c'est aussi un travail de fond. C'est écouter et essayer de voir quelles sont les petites actions au quotidien qui vont faciliter l'inclusion. Pour la diversité et le recrutement, donc c'est vrai que ça a été aussi démontré par une étude que Workday a faite récemment auprès de soit de DRH, soit de personnes en charge du sujet diversité et inclusion dans plusieurs pays européens et par ailleurs en Afrique du Sud. Si les équipes dirigeantes ne sont pas porteurs du message de diversité et d'inclusion, ça ne marchera pas. Donc il faut à la fois le soutien de la direction, c'est-à-dire que ça c'est très fort, et qui ait un engagement fort et qui soit porteur du message, sinon c'est très compliqué, mais il faut aussi embarquer les collaborateurs. Et c'est vrai que là, si c'est juste un message au niveau de la direction, mais que au quotidien, les comportements non inclusifs perdurent, et c'est vrai que là, les managers ont un rôle essentiel à jouer, à la fois eux dans leur comportement pour montrer l'exemple et à la fois pour aussi ne pas laisser perdurer des comportements non inclusifs. Mais c'est vraiment des petites choses du quotidien auxquelles il faut faire attention. Sur le recrutement, qu'on disait tout à l'heure, c'est que ça reste compliqué parce qu'il faut trouver les bons viviers de candidats. On parlait d'associations, il faut potentiellement travailler avec des associations pour pouvoir avoir accès aux viviers de candidats divers quand on n'arrive pas. Alors en France, c'est parler d'hommes-femmes, mais il y a aussi les gens qui viennent de milieux moins favorisés et comment aller trouver ces profils, comment les amener vers l'entreprise, éventuellement les former, mais pour pouvoir créer cette diversité. Donc là, c'est vrai qu'il y a une démarche volontariste des fois nécessaire. Oui. Sur par exemple le sujet du handicap avec des vrais accompagnements, enfin moi qui est peut-être le sujet que je connais le mieux, mais il y a des vrais accompagnements, des écoles qui se mobilisent avec des partenariats que les entreprises peuvent tisser avec les écoles pour inciter les collaborateurs, enfin les candidats en situation de handicap déjà à déclarer leur handicap et à postuler dans des entreprises qui sont ouvertes à les accueillir. Ok. Et ce que je retiens aussi, c'est des pratiques dont on parle beaucoup sur Chef, mais finalement, la première inclusion démarre par s'adapter à chaque membre de son équipe, à écouter, à prendre en compte ses spécificités, ses volontés, son parcours. Voilà, d'avoir un management le plus personnalisé possible et pas avoir quelque chose une approche systématique. Alors quand on parle d'inclusion, donc on vient de le dire, on parle de relations humaines, de comportement, de soft skills aussi. On parle aussi de décision, de choix, d'orientation individuelle ou collective. On parle moins d'outils. Alors que finalement les acteurs de la tech ont un vrai rôle à jouer pour créer des outils qui sont aussi plus inclusifs. Donc avec ta casquette de directrice du product management, est-ce que tu peux nous éclairer sur les enjeux technologiques qui se joue pour rendre notre société plus inclusive? Le numérique, ça peut être un outil formidable d'inclusion, puisque c'est quasiment accessible partout et n'importe où. Mais comment, effectivement, on rend ces outils accessibles et faciles d'utilisation pour des gens. Alors, on peut regarder large. Alors, dans la conférence à laquelle j'ai participé là il y a quelques semaines dont j'ai parlé, Engie a fait un travail assez pointu là-dessus, d'accessibilité de ces outils, mais comment les rendre faciles d'utilisation pour les gens qui sont peut-être malvoyants, pour les gens qui peut-être maîtrisent moins bien le français, pour les gens qui alors qu'on a des problèmes avec les couleurs, enfin daltoniens. Donc il y a des enjeux dans les outils, comment les rendre encore une fois faciles d'accès, faciles d'utilisation en fonction des différences de chacun.
la personne qui était là a expliqué comment ils avaient changé certains écrans pour que ça soit clair, pour que le bouton soit clair pour tout le monde, etc. Donc ou un terme utilisé ou des choses comme ça. Donc c'est un enjeu. Il y a d'autres enjeux, par exemple sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un des risques qui est vu, c'est si tous les programmes, les algorithmes d'intelligence artificielle sont faits par des hommes, ils risquent d'être biaisés. Donc comment s'assure, et alors encore une fois là on parlait d'hommes-femmes, mais on pourrait élargir à tout le cadre de la diversité. Donc comment on s'assure que ces programmes, ces solutions techniques qui sont faites effectivement sont faites par des gens qui vont pouvoir représenter la diversité et ne pas introduire de biais ou de mécanismes d'exclusion dans les technologies. Alors à contrario, la technologie peut aussi aider, hein. Donc on a vu pour les mesures, la technologie aide quand même pour mesurer, pour mettre en lumière des tendances. Nous, on a travaillé aussi, alors et ça reste un sujet qui est compliqué, hein, mais à comment justement essayer par exemple, d'identifier dans des groupes de recruteurs ceux qui avaient tendance à recruter toujours le même type de personnes. Donc ça, on peut le faire aussi avec la technologie, avec l'intelligence artificielle. Donc il peut y avoir l'intelligence artificielle vertueuse. Je pense qu'à chaque fois, il faut le faire de façon responsable. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Est-ce que chez Workday, vous avez, ça fait aussi partie des sujets que vous traitez au niveau du produit, des produits que vous produisez, et vendez? Oui. Alors, nous, on essaye de fournir des outils donc accessibles et alors c'est pas c'est pas toujours facile. Et aussi quand on investit dans de l'intelligence artificielle ou du machine learning, à le faire de façon éthique et responsable. Hein. Donc oui, ça reste un sujet qui est important et qui est délicat à manier, parce que par exemple tout ce qui est intelligence artificielle et machine learning, ça s'appuie sur des données. Donc si on a des données qui déjà, comment on va utiliser les données de façon intelligente pour ne pas recréer les mêmes biais et les mêmes travers. Donc il y a des vraies questions qui se posent. Oui. Je sais pas si t'as un exemple concret facile d'utilisation de données qui pourraient être biaisées ou... Oui, parce qu'en fait, par exemple, on pourrait dire, justement, quand on regarde si on regarde quels sont les recrutements qui marchent bien, on pourrait dire finalement les recrutements qui marchent bien, c'est les recrutements d'hommes blancs, parce qu'ils sont tous à un poste de direction. Mais je veux dire, ça c'est biaisé. Donc il faut pas reproduire ce biais-là. Donc en fait, on pourrait dire je vais regarder qui c'est qui a le mieux performé dans l'entreprise. Tous les top hop, c'est des hommes blancs. Donc c'est ça donc ça c'est un risque réel. Alors ça c'est un exemple simple, hein, et qui est visible facilement, mais il y en a plein qui sont pas si faciles à voir, et c'est comment quand on introduit ces programmes et ces algorithmes, on va faire en sorte qu'on ne reproduise pas des schémas qui finalement sont pas les bons, quoi. En tout cas qu'on essaye justement de combattre. Donc ouais, et du coup ça demande parfois plus de mécanique, de prise de recul, parce que comme tu dis, on pose la question entre guillemets bête et méchante, qui sont les top performers, et donc du coup ils ont ce profil-là, et donc on demande aux recruteurs de recruter les mêmes personnes, ça crée un biais, et mais du coup c'est une difficulté pour l'entreprise de sortir de ce mécanisme. Il faut sortir là, il faut sortir de ça, il faut trouver finalement les bons critères, et il faut remettre les choses à plat et voir ce qui est effectivement, avoir une analyse assez poussée, de voir de ce qui peut être finalement accentuer une injustice ou une inégalité plutôt que la combler. Voilà. Ouais, ok. Très clair. Tu disais tout à l'heure que en dehors de Workday, t'es active sur le sujet, tu vas à des conférences, t'as beaucoup d'échanges en plus avec ton poste chez Workday, t'as ton métier chez Workday avec beaucoup d'entreprises extérieures à Workday. Est-ce que t'as une vision de l'état de la mobilisation des entreprises françaises sur ce sujet, la diversité et l'inclusion? Est-ce qu'on est en avance, en retard? Est-ce que des entreprises, t'as l'impression que beaucoup d'entreprises ont pris ce sujet par les cornes ou pas? C'est un vrai sujet.
beaucoup de DRH que je rencontre et auxquels je parle, c'est un sujet qui est à leur agenda et c'est un sujet. Alors, ça a été en France notamment, on le sait par rapport il y a les index égalité hommes-femmes, etc. Donc il y a des lois aussi qui ont poussé pour, mais je pense que c'est devenu un sujet plus large et dont les entreprises s'emparent. Donc je citais Engie par rapport à l'accessibilité au handicap. On a Quadient là qui a mis un programme en place, alors pour les femmes aussi, pour plus d'accès aux femmes dans les postes de direction, donc avec des mentorats notamment par les dirigeants destinés aux femmes, mais qui travaillent aussi sur plus de personnes à handicap dans l'entreprise, etc. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience, alors qui au départ était probablement, enfin il y a eu des lois qui ont incité, mais en fait ce qu'on voit, et c'était aussi montré dans l'étude qu'on a faite, c'est que finalement il y a maintenant des enjeux de réputation d'entreprise et des enjeux d'attraction vis-à-vis des collaborateurs et simplement d'engagement des collaborateurs qui font que c'est devenu un vrai sujet pour les entreprises. Donc elles s'y attellent et c'est devenu un sujet pour beaucoup. Moi, je reçois beaucoup de questions, par exemple, sur qu'est-ce qu'on fait pour l'accessibilité dans notre produit. Donc régulièrement, j'ai une question pour qu'est-ce qu'on fait pour ça, etc. Donc il y a des vraies préoccupations. En France, on n'est pas forcément en avance. Les premières initiatives ont été plutôt des initiatives qui faisaient suite, à des lois comme l'index égalité hommes-femmes. On a aussi normalement un certain nombre d'engagements vis-à-vis des personnes en handicap, etc. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que le vrai accélérateur, encore une fois, c'est cette combinaison de réputation, attractivité, engagement des collaborateurs, qui fait que ça devient un sujet pour beaucoup d'entreprises. Ça reste le début, mais on voit beaucoup de plans et de programmes qui sont mis en place dans les entreprises avec des premiers résultats et des volontés de faire bouger les choses, tout en rappelant ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans un temps assez long. Bien sûr. Ok. C'est rassurant, en tout cas ce que tu dis. Et c'est d'autant plus rassurant que ça devient un enjeu RH et business fort finalement. Oui, et puis c'est ça. En fait, il y a la démonstration que finalement c'est payant. Enfin, pour l'entreprise aussi elle s'y retrouve, mais c'est quand même un travail de longue haleine. Ouais. Ok. Donc à toutes les entreprises qui nous écoutent, allez-y. On arrive à la fin de notre rencontre. J'ai 2 dernières questions. La première, c'est à titre personnel. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté, cet engagement et cet intérêt que tu portes à ce sujet de la diversité et de l'inclusion? Ouais, je pense que ça m'a permis de me poser plus de questions. Donc, j'ai tendance à m'en poser pas mal déjà. Mais je veux dire, encore une fois, moi, la diversité, ça fait partie de valeurs ou de choses naturelles. Mais finalement, des fois, sans s'en apercevoir, on a des comportements qui peuvent être, encore une fois, non inclusifs. Donc, parmi les formations qu'on a eues, on a travaillé sur ces micro-inégalités ou où on a eu aussi des témoignages de collaborateurs. Et je pense qu'en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que le plus souvent, c'est pas volontaire, donc c'est pour ça que je disais par rapport au manager, c'est vraiment une attention un peu de tous les jours. C'est comment corriger ces petites choses et en prendre conscience. Et je pense que ça, pour moi, ça a été important, c'est-à-dire de dire finalement il y a des choses où sans le vouloir et sans m'en apercevoir, j'ai pu blesser ou des gens en raison de leur différence ou être moins tolérante. Donc ça, je pense que c'était c'était bien de pouvoir prendre ce temps et ce recul par rapport à identifier comment on peut être encore plus inclusif, plus à l'écoute, plus respectueux des autres. Même si tu avais des prédispositions et déjà une culture, une attention à l'autre, finalement tu t'es quand même rendu compte qu'il y avait une marche de progression. Donc on a tous des marches de quelle est la suite pour toi et pour Workday peut-être dans cet engagement? Ben là, en fait, on aimerait bien justement voir si on peut se rapprocher d'associations et donc on a
commencer à prendre quelques contacts là et voir comment on peut être plus actif vis-à-vis des associations qui agissent en France dans le milieu de la tech, mais pas que. On avait déjà encore, comme je l'ai dit, des initiatives, mais je pense que l'idée c'est vraiment de voir si on peut faire un peu plus et comment on peut continuer à porter ce sujet et à contribuer. Ok. Merci beaucoup Sabine. Avec plaisir, merci pour cet entretien qui était vraiment, vraiment riche pour moi aussi et très agréable. À bientôt. À bientôt. Alors que retenez-vous de ma conversation avec Sabine ? De mon côté, je dois avouer que j'ai eu du mal à faire le tri dans tout ce que Sabine m'a dit et j'ai vraiment dû me forcer à synthétiser mes 3 apprentissages. Mais c'était un bon exercice. Donc voici ce que je retiens de ma conversation avec Sabine. La première chose, c'est que la diversité peut être quantifiée, mesurée, mais pas l'inclusion, ou en tout cas beaucoup plus difficilement. Ce n'est pas parce qu'on a une équipe, par exemple, qui regroupe plein de populations différentes sur le papier, que les membres de cette équipe se sentent inclus et libres d'être eux-mêmes. J'étais pourtant assez sensible à ces sujets, mais j'avoue que je n'avais jamais vraiment pris conscience de cette différence, qui est quand même une différence de taille. Ça me paraît évident maintenant, mais je trouve que ça va mieux en le disant. Du coup, la deuxième chose que je retiens, c'est que pour favoriser l'inclusion, et notamment à l'échelle de notre équipe, une bonne pratique donnée par Sabine, c'est d'organiser des moments d'équipe où chacun peut exprimer qui il est et faire bénéficier l'équipe de toute sa richesse. Enfin, j'ai été très sensible à la notion de communauté au sein d'une entreprise pour porter et faire avancer certaines causes, pour mobiliser des écosystèmes en interne ou en externe. Et je trouve que d'un point de vue RH, c'est un super outil pour engager les collaborateurs. C'est vraiment une pratique dans laquelle je crois beaucoup et je suis convaincue que si ce n'est pas déjà le cas, nous en tant que chefs, nous devons vraiment apprendre à animer des communautés. Nous devons aussi apprendre à les insuffler, à les faciliter. Puis on doit aussi former nos collaborateurs intéressés à le faire. Enfin, si je peux rajouter juste une dernière chose, ce n'est pas forcément un apprentissage concret de management, c'est plutôt un sujet d'intérêt pour moi. Il s'agit du lien entre technologie et inclusion. Je ne sais pas encore bien ce que je vais faire de cet élément, mais je me dis qu'un bon début, c'est déjà d'être conscient que les outils que nous utilisons peuvent avoir des biais ou que nous-mêmes, nous pouvons les utiliser avec nos biais. Donc un bon début, c'est peut-être d'être attentif aux requêtes qu'on fait dans nos outils et à la manière dont on utilise les données ensuite pour prendre des décisions. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. Kenavo.